cours de notre exposé, je vais vous présenter un peu le contexte de la mission rapidement, le besoin et les problématiques que nous avons rencontrées et comment on les a résolues. C'est une problématique de déploiement. Donc, je vais vous présenter dans un deuxième temps la solution du déploiement semi-manuel qui a été mis en place. Ensuite, je vais vous présenter la solution à base de GitOps et d'Argo CD. Et ensuite, on va mettre tout ça en musique via une petite démo que j'ai concoctée. Donc, vous pouvez, au cours de cet exposé, poser vos questions. Ça peut être du interactif, ça ne me dérange pas. Ou alors, vous pouvez aussi déposer vos questions dans le chat. Et par la suite, je prendrai le temps de vous répondre et de publier les réponses. Donc, après, il faut noter aussi que je vais essayer de caricaturer la mission, comment on a implémenté des choses, parce que voilà, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous les détails possibles. Donc, j'essaie de faire une caricature. Donc, le contexte de la mission, c'est quoi? En fait, c'est au sein de cette entreprise-là. Donc, comme je le disais, c'est dans le secteur bancaire. Donc, ils sont organisés sur le modèle Spotify, donc qui est un modèle agile à l'échelle, dans lequel, en fait, on a regroupé des squads de développeurs en des groupes qu'on appelle des tribus. Donc, c'est ce que vous regardez, ce que vous voyez là, qui sont verticales. Ce sont les blocs verticaux que vous voyez. Ce sont les différentes tribus. Et donc, il existe aussi une tribu, et donc c'est la tribu dans laquelle j'interviens. Donc, c'est la tribu DevOps, donc qui est une tribu transverse dans laquelle on retrouve à l'intérieur en fait des experts DevOps, donc qui sont compétents sur les domaines CI/CD, Ansible, Kubernetes, Cloud et autres. Et en fait, les différents experts DevOps qui sont dans cette tribu-là, on les affecte en fait différentes tribus de développeurs, donc différents squads, afin qu'ils travaillent avec eux dans l'objectif de détecter les problèmes que rencontrent ces différents squads-là, de proposer des solutions qui rentrent dans le canevas en fait des modèles, des trajectoires décidées, stratégiques décidées au sein de l'entreprise. Donc, on a pour but d'automatiser en fait les process de déploiement de ces squads-là, de les mettre à disposition des chaînes, des pipelines CI/CD, etc. Donc, quel est le contexte plus précis, en fait, ce qui nous amène à parler du GitOps aujourd'hui? C'est qu'en fait, il y avait une pratique qui se faisait dans cette entreprise-là et qui s'est fait d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'en fait, chaque squad, naturellement, je ne vous apprends rien, une squad des développeurs dans une entreprise a pour objectif en fait de créer des logiciels, donc de développer des applications. Donc, c'est ce qu'ils font. Sauf qu'en fait, lorsqu'ils ont développé leur application, il faut bien qu'on puisse pouvoir les déployer. Donc, la stratégie qui avait été prise au sein de cette entreprise-là, c'était donc pour chaque application qu'une squad développait, il fallait créer une machine virtuelle, donc les provisionner une machine virtuelle dans laquelle on va mettre à dispo une machine virtuelle, je ne vous apprends rien aussi, c'est un OS, des CPU, de la mémoire, RAM et disque à provisionner, c'est des paquets à installer. Donc, les paquets qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'application, c'est les serveurs applicatifs à y installer aussi. Ça peut être du Tomcat, du Apache, du WebSphere, etc. Et l'application en question. Donc, en fait, chaque application, une VM, une application, une VM. Donc, ce modèle-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est un modèle qui est assez coûteux parce qu'en fait, le nombre d'applications qui est développé est fonction le nombre de VM que l'on retrouve au sein de l'entreprise est fonction
des applications que l'on développe. Et comme chaque jour, les besoins fonctionnels, métiers sont sans cesse croissants, et ben, il y a de nouvelles applications qui sont créées. Et donc, du coup, on a beaucoup de VM à créer et à maintenir. Donc ça, c'est extrêmement coûteux pour l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'en fait, de cette pratique-là, il est né le besoin, en fait, d'abord un besoin stratégique, je dirais managérial, de réduire les coûts dus au VM, en fait, dus au provisionnement des VM. Donc, c'est pour ça, en fait, que maintenant, pour matérialiser ça, ce besoin managérial-là, ce besoin stratégique au sein de l'entreprise, donc il y a eu la solution, en fait, la solution technique, c'était, en fait, de pousser les squads de développeurs de plutôt adopter un nouveau modèle de développement de leur application, donc qui est le modèle cloud natif, dont l'objectif est en fait de les pousser à déployer leurs applications dans des clusters Kubernetes. Donc ici, je vous ai mis un schéma caricatural en fait qui fait en fait une sorte de parallèle entre le schéma, le modèle précédent que je vous ai montré où on avait par exemple une squad qui doit se provisionner 3 machines virtuelles pour déployer 3 applications. Donc une deuxième squad, par exemple celle-ci qui en a 4, qui a besoin donc de 4 machines virtuelles. Et donc au total, on a 7 machines. Avec le modèle Cloud Native et la plateforme Kubernetes, les squads n'ont plus besoin de se provisionner des machines virtuelles. Ils ont tout simplement besoin d'avoir dans les différents clusters qu'on va mettre, en tout cas qu'on a créé dans l'entreprise, d'avoir un namespace. Encore une fois, je caricature hein, parce que en réalité, il y en a plusieurs clusters. Ils ont plusieurs namespaces, chaque namespace ayant son propre besoin. Mais là, en fait, je fais macro pour qu'on voit bien le passage d'où on part et où est-ce qu'on veut arriver. Et donc, du coup, en fait, chaque squad a un namespace et dans ce namespace, en fait, ils doivent déployer tout simplement les 3 applications. Ce modèle-là, en fait, a des avantages. C'est qu'en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est on a un namespace pour toutes les applications de chaque squad. On a aussi le fait que dans le modèle Kubernetes, dans un cluster Kubernetes, en fait, on peut dimensionner les ressources en termes de CPU et de mémoire au plus près de des applications qu'on souhaite déployer dans un namespace. C'est-à-dire qu'on peut définir en fait ce qu'on appelle les limites range d'un namespace en termes de CPU et de mémoire. Donc, ce qui apporte une certaine flexibilité par rapport à une machine virtuelle où, voilà, à la base, certes, il y a une certaine flexibilité aussi sur les VM. Hein, on ne dit pas que quand on a mis 10 gigas, c'est définitif. Mais au moins, avec ce modèle-là dans Kubernetes, il y a une plus grande flexibilité. Donc, ça, c'est un avantage qu'on a. Autre avantage, c'est qu'en fait, on n'a plus besoin ici de parler de licence d'OS à acheter hein, sur les VM concrets, parce qu'en fait, on parle des images Docker, puisque les applications doivent être désormais containerisées dans des images Docker, et les OS, en général, on parle sur des OS qui sont à la base gratuits, hein, des OS Debian, par exemple, etc. quoi. Donc, ça, c'est un autre avantage. Alors, l'avantage aussi ici, en fait, c'est qu'en fait, les applications, lorsqu'elles tournent sur Kubernetes, en fait, elles sont créées dans une unité d'exécution qu'on appelle un pod, le pod. Donc, qui est si je fais un parallèle, même s'il est maladroit un peu, on peut comparer un pod à une machine virtuelle. Mais encore là, franchement, je mets les guillemets hein, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Mais on peut faire un parallèle dans dans le sens fonctionnel pour dire en fait qu'en fait, c'est une unité d'exécution comme une machine virtuelle, mais qui est assez légère parce qu'en fait, dedans,
on ne parle plus d'OS, etc., quoi. On ne parle plus de paquets installés, on ne parle même plus de serveurs applicatifs. Parce qu'en général, si vous connaissez le Java, par exemple, ben, les applications ne sont plus de type web app, mais plutôt des applications Java. Et donc, du coup, en fait, bah, il y a plus, le port est beaucoup plus léger, en fait. C'est une sorte de machine virtuelle super légère et éphémère, parce qu'en fait, c'est Kubernetes qui se charge de manager ça. Il peut le supprimer, le recréer. Il y a une certaine souplesse, contrairement à une machine virtuelle. Donc, voilà les avantages à peu près, bon, ce n'est pas exhaustif, mais qui se dégagent de ce modèle-là et qui nous a donc poussé à plus approfondir et faire en sorte qu'au sein de l'entreprise, que les squads commencent à s'y mettre et de développer leurs applications sur cette architecture-là. Oui, bon, il y avait un autre avantage que j'ai failli oublier, c'est ben, les tailles mémoire et le nombre de CPU d'un pod. Ça revient un peu à ce que je disais aussi tout à l'heure, sont modulables. Donc, on passe en fait d'une flexibilité au niveau namespace à une flexibilité au niveau pod, en fait. Donc, on peut ajouter des ressources on peut définir des ressources au niveau namespace et on peut encore mieux les affiner dans les pods, en fait. Donc, ce qui fait qu'on paie moins de ressources. Voilà, donc la problématique maintenant, quand on a donc défini ce besoin-là que l'entreprise souhaite voir appliqué par ses squads de développeurs, la problématique qui se pose maintenant au niveau de la tribu DevOps, c'est comment est-ce qu'on va aider les squads de développeurs donc à entrer dans cette architecture-là et à déployer les différentes applications qu'elles développent. Sachant que il y a plusieurs contraintes et écueils que ces squads peuvent rencontrer. La première, c'est qu'en fait, euh, ben, les squads n'ont pas le même niveau. Il y a des squads qui sont, qui ont un niveau technique plus avancé que d'autres. Certains ont déjà pratiqué un peu des technologies cloud natives, d'autres pas. Donc, il y en a qui vont picorer, d'autres qui vont aller comme des flèches, etc. Donc, ça, il faut aussi prendre en compte cette difficulté-là. Donc, c'est ce qu'on a essayé de prendre en compte pour voilà, de proposer un modèle assez simple pour tous. Donc, on a un changement de mindset au niveau des squads parce qu'en fait, là, on sort des sentiers battus où les squads avaient des méthodologies de développement classiques. On va les amener maintenant vers des méthodologies de développement cloud natif avec des développements qui doivent respecter au maximum les 12 facteurs, par exemple. Les squads doivent pratiquer désormais le Docker. En fait, ben, pour aller dans Kubernetes, il faut containeriser l'application. Donc, il faut mettre l'application dans des images Docker. Et aussi, pour être à l'aise avec ce modèle-là, il faut quand même avoir une certaine connaissance sur les objets Kubernetes qui aident à déployer. Par exemple, des deployments, des ingress, des services, des network policies, voilà, etc. Donc, dans cette mission-là, donc on avait aussi pour but d'acculturer les squads, de les former à l'usage à la connaissance et à l'usage de ces objets Kubernetes. Au-delà de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la mise en place des chaînes CI/CD, etc. Donc, il y avait aussi le fait qu'il fallait les tenir par la main pour les faire monter en compétences et finir par être autonome par la suite. Euh, Donc, ceci nous a amené à mettre en place donc la première solution, la première. Ouais, je vais supprimer ça. Donc, ça nous a permis en fait, maintenant que les besoins ont été définis, les contraintes et les difficultés ont été établies. Donc, dans un premier temps, on est parti sur un modèle où on ne voulait pas perturber euh, les squads dans leur pratique. Donc, on a mis en place un premier modèle que je qualifie, moi, de semi-manuel.
donc qui sous-entend en fait une approche de déploiement, donc par déclenchement manuel en s'aidant des outils que les squads avaient déjà pratiquaient déjà. Donc l'idée, c'était de capitaliser sur ces outils-là pour pour les permettre de ne pas être trop perdus. Donc, en l'occurrence, par exemple, les squats, entre autres, c'était pas les seuls outils, mais pratiquaient déjà du Git. Donc, on a renforcé la pratique du Git avec eux. Donc, ils pratiquaient le référentiel, ils ont plusieurs référentiels, parmi lesquels le GitLab. Donc, on a renforcé, on les a poussés à aller beaucoup plus vers du GitLab. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans le modèle GitOps qui va venir, que je vais vous présenter. Donc, ils avaient déjà la pratique du GitHub Release. Donc, on l'a aussi utilisé dans ce modèle semi-manuel-là. Ils pratiquaient aussi du Jenkins déjà pour builder les applications qu'ils développaient pour ensuite les déployer dans des machines virtuelles. Et on les a mis en place un référentiel d'images, un registry d'images, donc Artifactory. Donc, ils pratiquaient le Nexus pour déposer les binaires classiques, mais pour les images Docker, donc, on les a mis en place un référentiel qui est Artifactory. Donc, ici, je vous présente un peu ce schéma, cette solution semi-manuel-là qui a été mis en place. En gros, et encore une fois, c'est une caricature, hein, parce qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, entrer dans le détail, ça fait beaucoup pour une présentation comme ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs clusters, bon, je n'en dis pas plus, mais le modèle est celui-ci. Donc, on a une squad de développeurs là, donc on a des développeurs donc, qui développent à base d'Eclipse, de Visual Code, voilà. Donc, ils pushent leur code dans le référentiel GitLab, par exemple. Donc, dans ce référentiel-là, donc, ils ont un dépôt pour leur projet, donc le dépôt applicatif. Ils ont un dépôt pour le Dockerfile. Donc, ne me demandez pas pourquoi, mais c'était comme ça avant que j'arrive. Donc, ils avaient un dépôt pour mettre à l'intérieur le Dockerfile, donc, ce qui va permettre de créer l'image Docker ensuite. Et pour déployer dans Kubernetes, en fait, on les a fait créer un dépôt, je qualifie moi de manifeste kube. Je préfère ne pas utiliser le terme de l'entreprise parce que ça peut donner des indices. Donc, j'ai appelé dépôt de manifeste kube. Et donc, du coup, en fait, quand le développeur push son code dans GitLab, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a un Jenkins derrière qui écoute sur le référentiel, qui scrute le référentiel et qui doit donc déclencher un pipeline d'intégration continue. Donc, ils doivent faire le build, le test, l'analyse de qualité Sonar, d'autres jobs que je ne cite pas ici, d'autres tâches que je ne cite pas, et puis une tâche Docker qui va donc créer l'image et le pousser dans Artifactory. Ensuite, quand cela est fait, et c'est là qu'intervient le manuel, donc c'est pour ça que moi j'ai titré semi-manuel. Ensuite, pour que la squad voit son application, donc, qui est donc embarquée dans cette image Docker ici, déployée dans Kubernetes et aller visualiser sur son navigateur, par exemple, il doit donc se connecter sur un des outils là, au choix. Par exemple, Jenkins CD. En fait, vous comprenez qu'il y a deux instances de Jenkins au sein de l'entreprise, une pour faire la CI, une autre pour faire la CD. Donc, il peut se connecter dessus pour déclencher manuellement son déploiement, donc ce qui va permettre de créer son application dans Kubernetes, dans le pod dédié. Soit il passe par du ICR Release pour faire la même fonctionnalité, ou soit il a aussi le choix de le faire à l'état de l'art avec du kubectl. Donc voilà pour ce modèle-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, hein. Si vous pouvez m'interrompre, je préfère plus que vous m'interrompiez verbalement, parce que je ne lis pas les questions en même temps que je présente. Mais si vous ne dites rien, je continue. Donc voilà pour ce modèle. Donc quand nous avons donc mis en place ce modèle-là, on a accompagné les premières équipes à s'y mettre et à déployer les applications. Ça marche très bien.
Mais ce modèle-là, c'est un modèle un peu crade, hein, vous l'avez compris. C'est pas un modèle super, super top, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, c'est une approche de déploiement trop éparse. Parce qu'en fait, il y a trop d'outils pour répondre à la même fonctionnalité. Vous l'avez vu ici, hein, si je reviens sur le schéma, donc on a pas mal d'outils. Il y a du guide à l'état de là parce il faut pusher le code, il faut faire des mèches, des rebasses, etc. Il y a le référentiel GitLab qu'il faut aussi apprendre à gouverner un peu. Il y a du Jenkins aussi qu'il faut comprendre. En plus, il y a deux instances de Jenkins, une pour faire la CI, une autre pour faire la CD. Il y a du ISL release, de l'Artifactory, du kubectl, du kubectl. Donc, c'est pas, voilà quoi, ça fait trop pour une squad. Donc, en gros, il y a pas de règle, quoi. Donc, une squad, quand elle a développé son application, poussé le code, elle a un peu le choix. Alors, je n'ose même pas. Et là, encore une fois, hein, comme je le disais, je caricature parce que là, je me limite un peu à la pratique qui se fait en hors prod au sein de l'entreprise. Parce qu'en prod, bon, il y a une autre étape que je préfère ne pas parler. C'est aussi une partie que nous améliorerons avec le temps. Parce que c'est un peu en mode guichet. C'est pas, ça ne, voilà, c'est pas un modèle encore abouti parce qu'en fait, c'est un peu, c'est avec le DevOps qu'on est en train de mettre en place au sein de l'entreprise, on va casser ça parce que c'est anti-pattern. Donc, il n'y a pas avec ces différents outils-là, donc il n'y a pas d'observabilité native. En fait, quand on déploie avec Jenkins derrière, en dehors de faire une bidouille pour que Jenkins va faire des requêtes dans le cluster Kubernetes, renvoyer les résultats pour l'afficher, tout ça. Bon, c'est pas un outil qui s'intègre, qui se couple à Kubernetes nativement. Pareillement pour ISR Release, donc ce qui n'est pas non plus top quoi, en termes de DevOps. Et c'est ce que je disais. Donc, ISR Release aussi, en fait, ben, c'est un outil qui est un peu utilisé à contre nature ici, parce qu'en fait, ISR Release n'est pas fait pour faire du déploiement. Je crois que je ne vous parle pas de ISR Deploy pour ceux qui en ont déjà entendu. C'est plutôt mieux que d'utiliser ISR Release. Mais en fait, au sein de l'entreprise, il y avait du ISR Release parce qu'en fait, on fait du release management au sein de l'entreprise. Mais on a, comme je disais, pour ne pas, dans un premier temps, amener les équipes à sauter de 1 à 10, on les a fait un peu pratiquer ça, mais bon, c'est pas top, quoi. Donc, ISR Release, utilisation un peu forcée, euh, fait du déploiement. Je le disais tantôt, donc il y a une démultiplication des outils d'un point de vue squad et ça fait trop pour eux. Et il y a beaucoup de squads qui commençaient à se plaindre parce qu'en fait, alors là, je vous ai parlé des outils permettant de faire de la CI/CD, mais derrière, en fait, il y a une autre panoplie d'outils hein, qui viennent s'ajouter à ça, par exemple de l'ELK pour l'observabilité, euh, il y a du Grafana, du Prometheus, il y a du Zabbix, il y a plein d'outils comme ça qui sont mis à disposition des squads et ça fait vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que nous avons, et là j'embraye sur la deuxième solution, donc qui est la mise en place du GitOps à base d'Argo CD, parce qu'il faut savoir qu'on peut faire du GitOps avec d'autres outils, par exemple Flux, mais au sein de cette entreprise-là, et ça correspond avec le moment où moi j'arrive dans l'entreprise il y a maintenant un peu moins de 2 ans. Donc, l'idée, c'était vraiment d'amener les équipes à pratiquer du GitOps, à les pousser à rentrer dedans, et, parce que c'est un modèle beaucoup plus simple, vous le verrez, euh, pour les squads. Déjà en termes d'outils, on va casser les problématiques déjà de multiplication des outils. Euh, et voilà. Donc, du coup, c'est quoi le GitOps? C'est en fait, c'est un modèle opérationnel de déploiement d'applications sur un cluster Kubernetes, en fait, piloté par Git. En fait, dans le langage du GitOps, on dit que Git est la source de vérité. C'est-à-dire que tout est géré à partir de Git. Voilà, je vous ai mis ici, en fait,
une référence que vous pourrez regarder pour mieux vous former ou vous acculturer sur cette notion de Git là pour bien comprendre ce que... D'ailleurs, ce schéma, je l'ai pris là, je ne vous cache pas. Il ne me servait à rien de redéfinir quelque chose que des gens ont pris le soin de définir, et de publier, d'écrire des papiers dessus. Donc, j'ai juste repris le schéma. Donc, pour vous dire qu'en fait, c'est un modèle en fait, qui est basé sur la CI/CD. Donc, sans GitOps, sans CI/CD, il n'y a pas de GitOps. Mais en fait, tout est piloté par Git, en fait. Donc, je peux décider à partir de mes commandes de Git, push, merge, machin, tout ça là, de faire un déploiement, etc., quoi. Donc, voilà. Ensuite, voilà, comment ça marche en fait le workflow GitOps. Donc, je vous le disais tantôt, c'est basé sur la CI/CD aussi. C'est qu'en fait, ça reprend un peu le modèle que vous avez vu tout à l'heure, mais en plus simplifié. En gros, on a une squad de développeurs à ce niveau-là, donc qui fait des changements sur leur référentiel, donc VCS, hein, c'est Version Control Source, sur le référentiel. Donc, ça peut être du GitHub, GitLab, Bitbucket, Gox, etc. Tout ce que vous voulez, tout référentiel. Donc, quand ils ont pushé le code dans le référentiel, ça peut être un push, un mesh, un rebase, un mesh request, tout ce que vous voulez pour le request. Donc, cela déclenche donc un pipeline de CI. Donc, il va faire des tests, des builds, des analyses de sécurité, de qualité de code et tout ce que vous voulez. Ensuite, il va donc créer, parce que ça, c'est une étape incontournable, donc de la création de l'image Docker qu'on va ensuite pusher dans un registre. Et l'étape intéressante, c'est la dernière partie que vous voyez ici. Donc, en fait, c'est là où le GitOps prend tout son sens. C'est qu'en fait, on va ajouter une étape dans la CI, donc qui consiste à faire quoi en fait? C'est une étape en fait ici dans ce papier-là, dans le white paper de WiFWork, en fait, ils appellent ça le deployment automator. Donc, voilà, le nom est pompeux, hein, mais c'est rien du tout. Vous le verrez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, c'est tout simplement une simple tâche, en fait, qui a la possibilité, en fait, de déclencher un déploiement effectif de, du repo des manifestes, en fait, des objets Kubernetes qui sont définis dans un repo de manifestes, donc, et de les créer dans le cluster Kubernetes, en fait. Donc, de déployer l'application dans le cluster Kubernetes. Donc, en gros, le GitOps, en fait, la puissance du GitOps, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau du deployment automator et du deployment synchronizer. Donc, c'est en fait, et c'est là où Argo CD prend, comment dirais-je, c'est l'outil, en fait, qui euh, comment dirais-je, implémente en fait ces deux parties-là. Donc, il est à la fois deployment automator et deployment synchronizer. Vous comprendrez encore mieux à cette étape-là. Bon, que je vous définis un peu ce que c'est que le GitOps et vous allez comprendre le schéma précédent. Donc, le GitOps, en fait, c'est quoi? C'est ce que je disais tantôt. Donc, d'un point de vue théorique, en fait, c'est un opérateur donc qui fait office de deployment automator et de deployment synchronizer. Donc, c'est un outil open source, donc il y a une interface graphique et qui, en fait, n'est ni plus ni moins qu'une abstraction, une couche d'abstraction des commandes de kubectl. Donc, au lieu que vous, pour déployer votre application, vous allez vous connecter sur votre cluster Kubernetes et commencer à faire kubectl apply de telle ou telle ressource, bah, lui, il va vous proposer un ensemble de fonctionnalités qui va vous cacher en fait ces commandes de kubectl. Et c'est beaucoup plus agréable à pratiquer. Donc, il est installable comme opérateur sur un cluster Kubernetes, donc permettant donc de piloter le cluster sur lequel il est installé et même des clusters sur lesquels il n'est pas installé. Donc, il suffirait de lui passer le, le serveur de ce cluster-là, il va le gérer. Mais il est installable sur un cluster Kubernetes à la base. En tout cas, à ma connaissance jusqu'aujourd'hui. C'est un outil qui adopte une approche de déploiement déclarative
dans le sens où, en fait, pour, pour déployer sur Kubernetes avec Argo CD, en fait, il faut que vous ayez défini vos objets Kubernetes en mode YAML, donc, et pas en mode impératif où c'est du kubectl pur, quoi. Donc, il faut créer un fichier pour faire, par exemple, votre deployment, votre ingress, votre service, etc. YAML ou JSON. Donc, il utilise les deux. Et d'ailleurs, il est capable, en fait, de déployer des manifestes cubes basés sur Helm, sur Customize, sur JSONet, Cassonnet, etc. Donc, il est assez puissant. Il a une... je vous présente, en fait, il représente en fait l'application que vous avez souhaité déployer au travers d'un schéma graphique, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. Donc, en fait, ça, je vais vous montrer tout à l'heure dans la démo. C'est un schéma, en fait, qui représente l'application qu'on a souhaité déployer. Donc, au sens Argo, ça, c'est votre application Argo qui a des démembrements. À l'occurrence, ici, par exemple, un config map, un secret, un service, un deployment, un ingress, un network policy. Et sachant dans le fonctionnement de Kubernetes qu'un service crée des endpoints, bon, il vous montre qu'en fait, quand vous avez demandé qu'il crée votre service, il vous a créé le endpoint derrière. Le deployment, lui, il va créer un réplica set et le réplica set va se charger en fait de gérer les portes derrière qu'il va créer. Donc, voilà ce que je peux dire sur ça. Donc, il donne aussi, en fait, une... Ouais, cela s'est répété, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui. Bon. Il y a eu un petit bug là, il y a un petit bug dans la presse, mais c'est pas grave. Donc, il fournit, en fait... Alors, ce que je voulais dire aussi ici, c'est... Hop, si je... Ouais, si je viens là... oui, en fait, Argo CD fournit une CLI et une API qui permet de gérer les applications qui crée. Donc, à l'occurrence, hein, dans l'interface, vous voyez qu'en fait, on peut syncer une application parce qu'en fait, Argo, lui, crée votre application. Parce qu'il ne faut pas confondre ici avec application au sens logiciel, mais c'est application au sens Argo, donc qui est en fait une image de votre dépôt GitLab, par exemple, de manifeste Kubernetes. Donc, il va vous créer votre application, mais il va vous demander ensuite, est-ce que vous voulez effectivement que je fasse des kubectl pour déployer cette application-là effectivement dans le cluster Kubernetes? Donc, le bouton Sync permet de faire ça. Voilà, il permet de faire par exemple du rollback, de regarder l'historique des déploiements qui ont été faits sur votre application Argo. Il permet de supprimer l'application. Voilà, on peut le recréer, on peut le rafraîchir. Il fournit pas mal de fonctionnalités. Euh, c'est ce que je disais là. L'historique, le redéploiement, la synchronisation, l'observabilité au niveau du pod. Vous le verrez dans la démo. On peut cliquer sur le pod et dedans, on va aller voir les logs de votre application qui tournent, les événements sur le pod, etc. Donc, voilà, c'est aussi un outil c'est un outil secure hein, parce qu'en fait, pour l'utiliser, pour entrer dans cette interface, par exemple, il faut se connecter. Donc, il propose une possibilité de gestion des utilisateurs en local. Donc, voilà, au travers d'un fichier interne à lui, on peut ajouter des accounts, comme on dit dans le langage. Ensuite, avec ces accounts-là, on peut se connecter. Mais on peut aussi le coupler, hein, et c'est ça qui est intéressant au niveau de l'entreprise. On peut l'intégrer avec le SSO, en fait, qui est mis en place au sein de l'entreprise, d'autres technos comme DEX, etc. Voilà, donc pour en venir finalement à la solution GitOps que nous avons mis en place, à l'usage des squads, qui est très simple, donc qui est le modèle précédent, mais en beaucoup plus simplifié. Pareil, donc une squad développe ses applications au travers de Eclipse, Visual Code, tout ce que vous voulez, le push. Et là, justement, ce que je vous disais tantôt, où on l'avait déjà trouvé comme ça, donc on l'a regroupé. Hein. Finalement, on n'a plus deux dépôts, un dépôt pour le projet, un dépôt pour le Dockerify. On le regroupe, il n'y avait pas d'intérêt.
on regroupe ça. Et puisqu'on a mis en place au sein de l'entreprise la pratique du GitLab CI/CD, du coup, en fait, la CI, au lieu de Jenkins, on le gère directement avec GitLab parce qu'il le fournit. Et en plus, il est super puissant et mis à jour quotidiennement. Il n'y avait pas d'intérêt de ne pas utiliser ça. On est donc parti sur du GitLab CI/CD. On a forcé ou alors poussé les équipes à créer leur dépôt dans lequel, en fait, il y a un Dockerfile, il y a un GitLab CI.yaml qui représente le fichier de pipeline GitLab CI/CD. Donc, dedans, en fait, on fait le build, le test, on les fait faire des tests de sécurité, OWASP, de qualité Sona, etc. Puis, naturellement, du Docker aussi qui ne manque jamais. Donc, il permet en fait de créer l'image Docker, de le pusher dans Artifactory comme naturellement. Et ensuite, on a notre deployment automator. Donc, à base d'Argo CD. Ce n'est ni plus ni moins que l'utilisation soit de la CLI Argo CD, soit de l'API. Dans la démo que je vais vous montrer, j'ai fait le choix d'utiliser la CLI parce que c'est beaucoup plus simple que l'API. L'API, les payloads sont souvent volumineux, super volumineux. Mais bref, au sein de l'entreprise, il y a des couches même au-dessus de Argo CD pour faire abstraction à ça, mais je n'entre pas dans ce détail-là. Et donc, du coup, en fait, c'est cette tâche-là qui va se charger de déclencher effectivement le déploiement via le Argo CD qui est installé dans le cluster Kubernetes et qui va faire jouer en fait sa partie deployment synchronizer. Et donc, du coup, en fait, quand la CI se lance, exécute toutes les tâches, déclenche le déploiement automatiquement. Donc, du coup, ici, on est en mode full continuous deployment. Et c'est Argo CD qui va se charger, donc, parce qu'on l'a couplé avec le dépôt de manifeste kube. Lui, quand on va l'actionner en disant, OK, tu as la main, tu peux déployer, il va aller récupérer les manifestes là, et puis il va les déployer automatiquement. Il n'y a plus besoin de faire du clic bouton pour faire le déploiement. Et comme en fait, la puissance aussi de cette partie deployment synchronizer, c'est qu'en fait, il est capable, lui, de scruter tout changement dans ce repo manifeste là. Et si la squad se rend compte que elle a déployé son application et que finalement, dans le manifeste, en fait, il fallait... en fait, l'application c'est un exemple que je prends, est continuellement utilisée, il y a beaucoup de demandes, le trafic est important, ils peuvent venir, par exemple, dans le dépôt manifeste, ils augmentent le nombre de réplicas, et tout de suite, Argo CD va comprendre que, tiens, il y a modification de mon manifeste, je le mets à jour automatiquement, il va créer le nombre de pods conséquent derrière. Donc, ce modèle-là, il est simple, mais il est assez puissant. Donc, c'est ce qu'on a proposé au squad, et ni plus ni moins que ça. Et aujourd'hui, ça commence à être pratiqué par beaucoup de squads. Je ne l'ai pas dit peut-être au départ, mais en fait, au sein de cette entreprise-là, il y a au moins 100 squads de développeurs. Parce qu'il y en a plein, il y a plusieurs tribus, il y en a au moins 40 tribus. Et chaque tribu a pas moins de 6, 7, 8 squads des fois. Il y en a qui ont 3, 4, 5, d'autres en ont beaucoup plus. Voilà, donc les avantages de ce modèle-là, comme je le disais, ce sont les avantages du GitOps tout simplement, parce qu'en fait, la squad maintenant n'a plus besoin d'utiliser Jenkins, Release, etc. Donc, ils n'ont qu'à piloter le build et le déploiement à travers de Git et de GitLab. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est jouer ici ou là. Et tout le reste se fait automatiquement. Donc, avec ce modèle-là, on est en continuous deployment au lieu d'un CRAD continuous delivery dans le modèle semi-manuel. Et ce qui est vraiment compatible DevOps, quoi. Donc, on a là une automatisation qui est non seulement moderne, mais qui est aussi très simple pour les squads. Voilà. Donc, du coup, on passe à la phase démo. Je vous montre là un exemple de... Excusez-moi, Oui, j'aurais une petite question, peut-être si jamais tu elle est peux la revenir. bienvenue. Oui, Si tu peux revenir sur le slide d'avant, juste. oui, ici. Ouais, voilà. En fait, là, donc sur Git, donc si je comprends bien, on a un dépôt. Enfin, est-ce que c'est deux dépôts différents, le code source et le Oui. dépôt du manifeste, ou enfin.
Oui, c'est deux dépôts différents. Donc, on a le deux dépôt dépôts Git. source de l'application et on a le dépôt des manifestes cubes. Mais pourquoi, enfin, juste une question, pourquoi on les a dupliqués? Pourquoi on n'aurait pas mis le manifeste directement dans le dépôt? Je sais pas. Enfin. Oui, parce qu'en fait, ça fait un peu ça. Hein. C'est une question de propreté aussi. C'est pas impossible de le faire, hein, mais ça fait ça en fait parce qu'en fait, et là, je suis un peu même dans l'esprit microservice, parce qu'aujourd'hui, voilà, bon, c'est comme GitOps. Hein. Aujourd'hui, on peut l'étendre, on peut le rendre philosophique et adopter des pratiques qui épousent un peu cette pratique-ci, mais avec d'autres outils. Si je me mets dans la philosophie microservice, je me dis, euh, pourquoi mélanger en fait les patates et les choux? Les manifestes cubes en fait ont une fonctionnalité bien précise. En fait, c'est de gérer mes déploiements dans Kubernetes, alors que le code source en fait, lui, il a une autre fonctionnalité. En fait, c'est le code source de l'application. En fait, on va pas demander. Oui, je vois. Voilà, Du coup, le GitLab YAML, le GitLab CI YAML, si je comprends bien, lui, il s'occupe juste de la configuration de comment l'intégration est faite, quoi. Enfin, Exactement. mais du coup, pourquoi on n'aurait pas on l'aurait pas sorti lui aussi enfin, si on suit la même Attendez, logique. là vous parlez, ah oui, je crois que vous parlez de ça. Vous parlez de ceci là, du fichier là. Oui, le fichier GitLab CI YAML, CI.yaml. lui, qu'est-ce qu'il contient? Alors, c'est le pipeline en fait. Vous allez le voir tout à l'heure dans la démo. C'est vraiment le pipeline. Hein. Je ne sais pas si vous avez adopté, si vous avez pratiqué Jenkins. Jenkins aussi, quand il s'est mis en mode Ascode, bah, lui, en fait, il appelle ce fichier-là Jenkins-File. Et GitLab, c'est GitLab-ci.yaml. Et Donc qui ça, n'est ni c'est plus bon. ni moins que la représentation du pipeline, le code source du pipeline. Du coup, l'autre question, c'est maintenant qu'on arrive sur Argo, qu'est-ce qui le déclenche? Parce que je sais que Argo, il peut être déclenché par un push sur le dépôt manifeste, par exemple, directement. Oui. Mais dans votre diagramme, je vois aussi que à la fin du déploiement de l'image Docker dans l'Artifactory, il y a je ne sais plus comment vous l'appelez tout à l'heure, en gros, la tâche qui déclenche Argo. Le deployment synchronizer, oui. Automator, non, c'est l'automator. Oui, l'automator, c'est ici, oui. Voilà. C'est celui qui déclenche. Donc, ça veut dire que Argo, il peut être déclenché soit par le déclencheur, là, l'automator, ou bien par le push. Enfin, dans votre schéma, c'est lequel qui le déclenche? Alors, c'est une bonne question parce que, alors, ce qu'on veut faire ici, alors, je vais prendre un autre parallèle. Hein, pour ceux qui sont, par exemple, du monde Java, qui font du Spring Boot, vous avez certainement entendu parler du DevTool. Donc, le DevTool, en fait, c'est un framework, une dépendance qu'on ajoute dans le POM et qui permet, en fait, de rafraîchir votre code à chaud, en fait. Donc, de faire en sorte que lorsque vous avez changé une classe, du coup, il le prend en compte automatiquement. Et si vous êtes, par exemple, sur une application avec IHM, vous voyez tout de suite le rendu. Et cette partie-là, justement, répond un peu à ce type de besoin-là. En gros, c'est que on voudrait que en quasi temps réel, quand une squad push fait un changement de code ici, que le pipeline qui va se déclencher derrière et faire le build, créer l'image nécessaire, puisse automatiquement déployer cette application-là afin que 5 minutes plus tard, quand il va sur son navigateur, il ouvre il tape l'URL, il voit ses modifs. C'est ni plus ni moins que ça. S'il n'y avait pas ça, en fait. Oui, d'accord, mais du coup, si on fait ça, quand on déclenche Argo, en gros, s'il n'y a pas eu de push sur le dépôt manifeste, pardon, en gros, il y a eu un push uniquement sur le code source, ok? Donc, on passe par la pipeline, tout ça, jusqu'à la création de l'image de code. Donc, on déclenche Argo. Mais du coup, comment Argo va savoir qu'il y a une nouvelle image? Comment il va fetcher la nouvelle image? Enfin, il n'y a rien Oui, parce que justement, c'est la force du deployment synchronizer, en fait, c'est qu'en fait, il scrute le dépôt manifeste qui est là. C'est pour ça que j'ai mis ce schéma. Il le scrute parce qu'en fait, on le couple. Hein, quand on va dans Argo, on va dans une fenêtre que je vais vous montrer tout à l'heure. On crée
on lui dit en fait, ben, tel dépôt, on aimerait que tu le suives. On aimerait que tu le scrutes, que tu guettes s'il y a un changement dedans. Et donc, du coup, en fait, lui, maintenant, quand on va créer dans une application au sens Argo, on va lui dire, le dépôt de manifeste, en fait, c'est telle URL, mais comme cette URL-là est dans la liste des URL que lui, il a le pouvoir de scruter, eh ben, il va scruter ça constamment. Et quand il y a un changement dedans, il va automatiquement appliquer. Bon, moyennant le fait qu'on lui a aussi dit de sync automated dans le langage, donc d'effectivement faire appliquer le changement si effectivement changement il y a. Je me permets juste, désolé, bon, je pense que vous pourrez continuer la discussion même après en dehors, mais comme il est moins dispatché, si tu veux lancer la démo, Georges. Oui, c'est bon. Le timing, merci. Mais les questions, ce sont de belles questions hein, qui permettent de comprendre mieux. Donc, je vous remercie pour ces questions-là. Donc, du coup, je disais, la démo, c'est quoi? Ça va aller vite. Hein. J'ai développé une petite application Spring Boot avec une petite interface graphique là, à base de Team Leaf. Donc, qui va s'appuyer sur une API que Yahoo a exposée chez le fournisseur d'API, rapidapi.com. Donc, qui fournit la météo hein, de toutes les villes dans le monde entier. Donc, du coup, j'ai aussi créé un petit dépôt de manifeste cube donc, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et bah, la CI, c'est bien GitLab CI. Donc, du coup, si... Je te laisse partager. Voilà, je vais partager mon écran pour vous montrer ça. Hop, 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 hop. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Vous voyez quelque chose? Dites-le moi, s'il vous plaît. Oui. Oui, on voit. Oui. Parfait. Donc, alors, vite fait avant d'y arriver, donc le Rapid API, c'est un fournisseur d'API. Hein. Vous pouvez, n'importe qui peut développer son application, une API, et le mettre dedans même en vente là-bas. Hein. Il y en a qui sont gratuits, d'autres pas. Donc, voilà, ça passe pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Et donc, ce fournisseur-là d'API, en fait, a une... Bon, j'ai fait le choix de faire une petite application pour la météo. Donc, je suis allé chercher là-dedans, en fait, tous les fournisseurs d'API de type météo et je suis tombé sur l'API de Yahoo qui permet de faire ça et que voici. Donc, c'est une API, hein, elle est assez simple. Et déjà, dedans, en fait, il vous montre comment pouvoir utiliser l'API. Il vous donne des paramètres à ajouter dans les headers de la requête. Il vous donne même un bout de code en fait pour intégrer ça dans votre application à vous, dans le code source de l'application. Il y a plusieurs langages possibles, du C, non. Comment on le fait avec C, comment on le fait, voilà, comment on le fait avec, dans le cas d'espèce, c'est Java, et je crois que j'ai fait le choix de celui-ci. Donc, comment est-ce qu'on pratique ça, en fait, avec Java? Donc, voilà. Donc, les différents paramètres, comme je disais, on fournit ces différents paramètres-là. Et derrière, il permet de faire tout simplement l'appel de l'application. Donc, le code source de mon application est celui-là. On ne va pas s'attarder dessus parce qu'il nous reste peu de temps. Donc, je vous montre simplement la partie qui nous concerne là, pour que vous voyez comment je l'ai intégré. C'est assez simple. Donc, c'est une API REST. Voilà. Et dedans, en fait, voilà. Donc, je fais la petite implémentation nécessaire. Et puis, derrière, en fait, il fait l'appel ici, dans une petite méthode que j'ai mis là. Il fait l'appel tel que cela a été spécifié par Rapid API. Bon, c'est pas celui-là, mais je crois que c'est plutôt celui que j'avais pris, moi. Oui, c'est celui-ci que j'avais pris. Vous voyez que c'est exactement la même chose, HTTP client, machin, tout ça. Je l'ai pris et puis je l'ai quand même mis au bon format.
un code quand même assez propre. Voilà, rien à dire là-dessus. Si je reviens, je vous montre justement maintenant la tête du GitLab. Bon, déjà le Dockerfile. Vous voyez en fait, donc le Dockerfile, c'est quoi? Il part d'une image OpenJDK Maven. Dedans, je crée mon petit répertoire dans lequel je vais injecter mon application qui sera issue du build. Donc, je vais l'injecter là en l'appelant, le renommant. Et ensuite, je vais tout simplement faire la commande pour ceux qui sont dans le monde Java, qui connaissent tous, du Java-jar, suivi de mon jar, pour qu'en fait, il déclenche l'application. C'est tout pour le Dockerfile. Pour le pipeline, donc c'est un pipeline justement, vous voyez, donc il y a plusieurs étapes qui fait de build, qui fait, dans le build, j'ai laissé le test, hein, parce que des fois on l'exclut pour le faire dans une étape séparée. Donc pour les causes de la démo, je n'ai pas voulu faire compliqué. J'ai mis par exemple les tests pour faire de l'analyse de sécurité à base de WAS, une analyse pour Sonar, le Docker, et puis un job qui permet de trigger l'acide. Donc voilà, je défile rapidement. On va pas tergiverser dessus. Donc ça, c'est un exemple de pipeline. Et donc du coup, dans mon dépôt de manifeste cube, donc j'ai aussi là mon pipeline. Donc déjà, j'ai les différents manifestes cubes, les objets cubes. Donc ça, c'est mon dépôt de manifeste cube, hein. Donc, j'ai une config map que j'ai définie dedans. Je l'ouvre vite fait. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc, j'ai un deployment avec tout un tas de définitions dedans. Donc, les readiness probe, liveness probe et tout ça. J'ai mis des variables d'environnement. Donc, mon image s'appelle ça. Hop, j'ai un service qui va permettre de binder les ports créés par le deployment au travers du secteur, et j'ai un ingress qui répond à cette adresse-là, qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. Hop, voilà. Et du coup, j'ai mon pipeline. Donc, pour faire simple, j'ai mis une seule étape. Et c'est ici, en fait, pour répondre à la question, je n'ai pas regardé le nom de celui qui me posait la question, c'est ici, en fait, qu'on a cette notion de deployment automaton, en fait. En gros, on va demander à GoCD, donc qui fournit une CLI. Donc, la notion de deployment automator, qui était en fait ici une notion théorique, donc on le concrétise en utilisant soit l'API, soit la CLI de GoCD. Il a une API, une CLI assez riche. Donc, il permet, par exemple, de créer une application au sens Argo, que j'appelle Météo App. Donc, on va lui fournir les paramètres de connexion. Ça, c'est le serveur Kubernetes. Ça, on lui renseigne, on lui dit où est le dépôt de manifeste cube. Dans ce dépôt de manifeste cube, quel est le path dans lequel son path de base, quoi. Donc, on va lui dire le namespace dans Kubernetes dans lequel on souhaite qu'il déploie, etc., etc. Bon, je ne vais pas faire toute la liste. Donc, ici, ça permet de créer, on le dit simplement à Go ici, créer l'application. Mais si on lui dit de créer l'application et rien que ça, il va créer l'application, mais il va sur Argo CD, mais il ne va pas le déployer. Donc ensuite, il y a eu cette deuxième étape aussi pour lui dire, comme tu as créé l'application, si ça a bien marché, tu le déploies. Donc, pour qu'on puisse effectivement voir l'application en fonctionnement dans Kubernetes. Et ensuite, c'est ça, c'est juste une petite étape pour lui dire attends quand même que l'application soit correctement déployée avant de laisser la main du pipeline, en fait. Parce que sinon, après, il fonctionne en mode asynchrone, hein. Il fait la tâche que vous souhaitez, il passe la main à Go et puis il relâche. Et donc, le pipeline se termine, ça se trouve en back-office. Les choses ne se sont pas bien passées, mais on n'aura pas de feedback. Donc, on met cette petite tâche-là pour le bloquer, pour bloquer le pipeline afin que il remonte un éventuel problème. Donc, je ne m'attarde pas plus. Ce que je vais faire rapidement, parce que ça va prendre peut-être 5 minutes. Je vais déclencher un pipeline vite fait, là. Hop, je déclenche un pipeline. Comme ça, il va faire le travail. Entre-temps, je vais me connecter sur Argo pour vous montrer. Hop,
Donc là, j'avais déjà fait un test. Mais je vais supprimer l'application pour que vous voyez comment Argo va le recréer. Hop. Ah, je l'avais même déjà supprimé. Donc, super. Donc, il n'y a pas d'application sur l'interface Argo. Et pourtant, vous allez voir qu'à la fin, quand le pipeline va se terminer ici, donc le pipeline est en cours là, c'est le moment de poser vos questions hein, parce que ça va prendre peut-être 5 minutes par là. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Comme ça, quand il va déployer, on va le voir. Oui. Donc là, ce que vous montriez, c'était un pipeline qui était totalement automatisé. Est-ce que pour le job de production, il y a quand même des actions manuelles qui sont faites? Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qu'on est en train de faire, c'est notre prochain combat maintenant, c'est de faire en sorte que ce soit aussi complètement automatisé. Bon, vous comprenez un peu là, parce que c'est aussi un grand groupe. Hein. Ils ont, en plus, c'est dans le domaine bancaire, ils ont des fois un peu peur. Ils veulent qu'il y ait quand même quelqu'un qui doit, une entité qui doit jeter un coup d'œil pour s'assurer que tout est nickel, tout est machin. Donc, il y a aujourd'hui, puisque ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on pratique le DevOps au sein de l'entreprise, donc il y a cette volonté de se fier aux outils, d'automatiser au maximum, mais voilà, les anciennes pratiques ne sont pas complètement évacuées, quoi. Et effectivement, le prochain combat, c'est de faire en sorte que cette pratique-ci, qui est désormais courante en hors production, le soit aussi en prod. Ok. Et du coup, ma deuxième question, c'est, donc, vu que vous l'avez pas mal utilisé donc, sur les environnements de test ou de pré-production, est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser les systèmes de rollback? Et si oui, est-ce que ça marchait bien? Est-ce que vous aviez rencontré des difficultés? Alors oui, on a commencé à implémenter des fonctionnalités pour faire du rollback. On a même commencé à se poser des questions aussi. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à réfléchir à ça, parce qu'en fait, il y avait déjà le besoin de, vous l'avez compris, de ramener les équipes dans le modèle. Maintenant, qui sont en train de pratiquer. Donc, le rollback aujourd'hui, vous savez, quand l'application va se déployer, peut-être vous allez mieux observer. Le rollback, en fait, le déploiement, en fait, lui crée en fait des réplicas sets, donc qui permettent de faire des rollbacks. La question maintenant qu'on se posait, c'était est-ce qu'on va faire des rollbacks par branche Git ou alors par commit, en fait? Parce que, si vous voulez, pourquoi on s'est posé ces questions? C'est qu'en fait, on ne va pas empêcher à une squad de créer telle ou telle branche. Ou alors de vouloir qu'en fait, son rollback porte uniquement sur un commit, parce qu'en fait, il y a eu 2-3 commits avant qui étaient un peu foireux, et que finalement, c'était l'avant-dernier commit qui était à l'état stable. Donc, on se pose des questions comme ça dessus, et on est en train de travailler pour mettre en place justement ce système de rollback-là, qui embrasse en fait qui répondent en fait à tous les cas de figure possibles. C'est une bonne question. Okay. Mais on est en train de travailler dessus, justement. Super. Merci encore pour la présentation, Georges. Merci beaucoup à vous. Donc là, on a le pipeline qui est en train de... Bientôt, il va se terminer. Et on va voir les choses se lancer. Je peux même déjà me mettre ici sur la CI du dépôt de manifeste Cube. Donc, il va se lancer automatiquement quand celui-ci aura passé la main. Est-ce qu'il peut le faire? Voilà, Docker, il a terminé. Sona, il prend encore un peu de temps. Bon, j'ai voulu un peu le faire. Je n'ai pas voulu trop m'éloigner de la vérité. J'aurais pu sauter toutes ces différentes étapes, hein, mais je les ai laissées quand même pour que la démo soit au plus près de la réalité, même s'il manque beaucoup d'étapes ici. Mais au moins qu'on ait des étapes essentielles qu'on peut trouver dans un pipeline digne de ce nom, quoi. Donc, je l'ai laissé. En connaissance de cause, je savais que ça devait un peu nous perdre du temps, mais bon, il fallait le faire un peu pro, quoi. Bon, voilà. Est-ce qu'il a terminé, lui? Il est loin. Hop. Mais je vous rassure, dans 4 minutes, on aura terminé.
Oui, il est aussi lent comme ça aujourd'hui, d'ailleurs, parce que je l'ai joué quand même plusieurs fois. Je ne faisais pas plus de 2 minutes 30. Il fait des beaux, quoi. Voilà, il a terminé avec succès. Donc, il a forcément... Donc, on a celui-là qui va... Le trigger qui va se déclencher. Hop, qui s'est d'ailleurs déclenché avec succès. Et si on repart dans le dépôt de manifeste, vous voyez que là, le trigger s'est lancé automatiquement. Et donc là, c'est le job Argo CD qui est en action là. Il va arriver. Il va arriver. Voilà, vous voyez, là, il est en train de créer l'application. Et si je reviens ici, vous allez voir que... Ah, effet démo. C'est quand même magique, ça. Il se termine avec code 1. Il ne s'est jamais terminé avec code 1. Mais quand même, il a fait le travail, hein, malgré tout. Il a quand même synké, mais c'est terminé avec code... bref, je ne comprends pas pourquoi il s'est terminé. C'est l'effet démo, mais bon, de toute façon, le travail est fait. Donc, donc le Argo CD a donc demandé à son compère, à son alter ego qui est dans Kubernetes, le deployment synchronizer, de créer l'application et d'essayer de le synchroniser. Et pendant que, voilà, c'est l'interface que je vous avais montré tout à l'heure dans la présentation. Donc là, il est en train de créer l'application. Donc, il a créé mon application météo, app. Dedans, vous voyez, il y a un config map, un secret, un service, un deployment, un ingress, un netpod. Ce n'est ni plus ni moins que les différents fichiers que vous voyez ici. Un config map, un secret, un service, un netpod, un ingress, un deployment. Et bon, puisque je me suis basé sur le framework Customize pour gérer tout ça, il y a un fichier en plus Customize que Argo CD utilise, mais il ne le représente pas parce que c'est lui, en fait, le pilote de tout. Voilà, il a synké mon application avec succès. Donc, normalement, le pod est en train d'être créé là. Donc, si j'entre dedans, donc, vous voyez, il y a déjà des feedbacks, c'est normal. Donc, qu'on ait des probes qui sont en échec parce que le pod est en train de démarrer. Tant que le pod n'est pas encore up, puisque je n'ai pas forcément mis des périodes assez larges pour le déclenchement des tests de santé. Les probes, c'est fait pour les tests de santé de l'application. Et il tombe en échec. Il tombe en échec, mais après, ça va s'arrêter bientôt. Est-ce qu'il a démarré? Ça prend du temps. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça dure, ça dure. Il a terminé avec succès. Donc, mon application est up. Donc, là, c'est les feedbacks dont je parlais tout à l'heure. Donc, on voit les feedbacks, ce qui s'est passé un peu dans l'application. On peut même voir les logs de l'application. Mon application Spring Boot s'est démarrée et voilà, il a généré quelques logs quand une application Spring Boot se démarre, il écrit toujours ces logs-là et d'ailleurs, il informe que l'application est en écoute sur le port 8080. Donc, si je reviens dans Argo CD, donc voilà, si j'avais fait plusieurs déploiements, on devait avoir plusieurs réplicasets ici. Et donc, j'aurais pu faire un rollback comme ça pour choisir, ah tiens, je veux plutôt mon avant-dernier déploiement, je veux plutôt le dernier, je veux plutôt celui d'hier, etc. Donc, je peux décider de supprimer toute cette application. Donc, il va le supprimer dans Kubernetes. Je peux rafraîchir si d'aventure, j'ai fait une modification dans GitLab et que pour une raison ou une autre, il n'arrive pas à le mettre à jour. Donc, j'ai des fonctionnalités comme ça, j'ai plusieurs vues. Donc, j'ai par exemple une vue réseau qui me montre que, voilà, si je suis sur mon navigateur, j'appelle mon application via mon ingress va appeler mon service et mon service va appeler le pod. Donc, il permet par exemple de voir la consommation en termes de ressources, CPU, mémoire, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre petite application. Sur l'Ingress, il fournit un petit truc là qui me permet de switcher directement sur mon application. Ma petite application météo que voici. Donc, c'est l'interface TeamList dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai mis ici. Hop, hop. Je crois que c'est dans ressources que j'ai mis, template, et j'ai ma petite page HTML
ici, avec un petit code qui va afficher, qui permet d'afficher ça. Bon, voilà, ne vous attendez pas à voir une météo de TF1. Hein. C'est du gisant que j'ai tout simplement formaté. Si je tape, par exemple, je veux la météo de Paris, je fais soumettre. Hop. Ça va venir, ça va venir. Donc, il va m'afficher la météo. Bah, c'est ce qu'on voit à la télé, là, sur France 2, TF1, partout, sur toutes les chaînes, en fait. Ce n'est que ce gisant-là qu'on a pris et que des spécialistes des UI, des IHM, réformatent, en fait, pour nous le mettre plein la vue, quoi. Mais en gros, la météo, que dit la météo de Paris pour aujourd'hui? On voit, par exemple, que voilà, il y a une pression atmosphérique de 1011,2 bar. Aujourd'hui, en fait, le soleil s'est levé à 7h27 et va se coucher à 20h05. Il fait 21 degrés. Si vous regardez sur votre téléphone, vous allez voir qu'il fait plus ou moins 21 degrés dehors et qu'il fait nuageux, etc., etc. Donc, du coup, et ensuite, il va même vous donner la météo des jours à venir. À l'occurrence, demain, par exemple. Demain, par exemple, il fera entre 8 et 17 degrés. Il fera encore beaucoup plus nuageux qu'aujourd'hui, etc. Donc, samedi, ce sera pareil, etc. Donc, voilà un peu ce que moi, je souhaitais vous présenter. Désolé, on a dépassé d'une dizaine de minutes. Si vous avez encore une ou deux questions, on peut répondre. Sinon, si je vous êtes trop fatigué, vous pouvez mettre les questions dans le chat. Je vous répondrai d'ici à demain ou au maximum la semaine prochaine. Pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez appris des choses que vous avez aimées. J'ai une toute petite question qui n'est pas d'ordre technique. Oui. Là, Argo, là, vous nous l'avez présenté avec Kubernetes. Oui. Sachant que OpenShift, c'est on va dire, une distribution de Kubernetes, est-ce qu'on peut utiliser Argo avec OpenShift, par exemple? Oui, bien sûr, parce que bien sûr. C'est un opérateur Kubernetes. On l'a défini comme ça, en fait. Donc, à partir du moment où on peut l'installer dans Kubernetes, que ce soit un OpenShift, que ce soit dans EKS d'AWS ou GKE de Google, tout ça, absolument aucun souci. Vous avez d'autres questions? Georges, juste, il y a une personne qui demande s'il pourra avoir accès au dépôt GitHub. Oui, alors c'est mon dépôt GitHub, il est à accès libre sur Internet. Donc vous pouvez y accéder, hein, vous copiez l'URL, je vous mets l'URL dans le chat. Et puis vous pourrez y accéder tranquillement, sans souci. Il est sur Internet. Ouais, il est libre. Merci beaucoup, Georges. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. On aura le replay qui sera disponible aussi pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous ne le recevez pas ou si le mail est passé dans les spams. Voilà, n'hésitez pas. Avec Jessica, on est disponible aussi pour échanger avec vous si besoin. Ça marche. Tu as partagé tout ce que tu avais à partager, du coup, Georges? Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, salut. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.